Merci d'être venu déjà, ça nous fait très plaisir d'avoir été invités pour venir parler de notre jeu. C'est un projet auquel on a consacré pas mal d'années, vous allez le voir dans ma présentation. Donc ça fait toujours beaucoup de plaisir de parler des choses qui nous passionnent. Donc merci au Gamelier. La deuxième chose, avant de commencer, normalement on aurait dû être deux à présenter, mais Charlotte, qui est la game designer principale du jeu, malheureusement, au dernier moment, elle n'a pas pu venir. Donc voilà, elle est navrée de ne pas être là. Et je la remplacerai de mon mieux. Et puis de toute façon, c'est elle qui a préparé les slides. Donc elle est quand même là, malgré tout. Ça, c'est, on va dire, les trois personnes qui avons mené le projet de bout en bout. Donc David, qui lui est en Suisse et qui a un profil de programmeur et qui est directeur technique dans notre société, j'en reparlerai. Voilà, moi je fais plutôt tout ce qui est scénario et dessin. Et Charlotte, elle est game designer et elle est spécialiste de la narration interactive notamment. Les deux, Charlotte et David, ont fait l'Engmin comme formation sur le jeu vidéo. Moi, j'ai pas une formation de jeu vidéo, j'ai une formation de cinéma et de graphisme. Mais j'ai en fait été avec eux quand ils étaient à l'Engmin. Charlotte, c'est ma compagne aussi, c'est un truc qui est assez important dans l'histoire du jeu. Donc, quand ils étaient à l'Engmin, donc il y a l'école du jeu vidéo d'Angoulême, moi j'ai participé à certains projets, dont ce qui est devenu par la suite Swaptails Léon. Je vais commencer par vous montrer le projet, comme ça vous pouvez bien vous rendre compte de ce que c'est. Donc, c'est un jeu sur iPad. C'est rigolo. C'est un jeu sur iPad et sur tablette Android uniquement. Petite démo. Oh, pardon. On peut choisir un avatar, mais ça n'a pas beaucoup d'importance. Ça peut se jouer à 1 ou à 2, j'y reviendrai un petit peu. Donc là, je le colore avec mon doigt. C'est la première étape. Sur chaque page du livre, on va colorer et faire apparaître le texte. Le Papa Léon était exigeant. Donc là, j'appuie sur le papa et ça sélectionne le mot exigeant. Et la maman rigolote. Du coup, une fois qu'on a sélectionné deux mots de l'histoire, on peut les intervertir. Un travail fatigant, maman exigeante, hop. Donc là, sur cette page, par exemple, il y a trois mots échangeables. Vous pouvez voir qu'il y a des clins d'œil un peu plus pour les adultes et d'autres plus pour les enfants. Donc ça, c'est la brique principale, mais à partir de cette page-là, on utilise la brique d'une façon plus dynamique. Ici, par exemple, si je ne change rien, j'ai ces trois mots-là. Si je ne change rien et que je vais lire la suite de l'histoire, j'arrive sur une page de fin pour une interrogation, et donc à chaque fois qu'on arrive sur une page de fin, on est censé évidemment revenir en arrière et faire des choix différents pour modifier le cours des choses. Donc là, par exemple, Gérald le courageux et Léon était un garçon très peureux. Léon est un garçon très courageux. Et donc là, le symbole en haut à droite veut dire que la page d'après a changé. Et là que j'accède à une autre suite possible de l'histoire.
Sur cette page-là, je vais un peu plus vite. C'est la même brique, c'est-à-dire qu'il y a une fin, on revient en arrière et on fait un échange. Et il y a une bonne solution qui est que Léon soit calme. Et à partir d'ici, on a une brique supplémentaire. La cuisine est interdite ce soir, annonça la babysitter, puis elle resta silencieuse toute la soirée devant la télé allumée. Donc là, si je ne change rien et que je vais à la page suivante, c'est la fin. Alors, ce qu'on peut faire, c'est que la cuisine qui est interdite, elle peut être allumée. Hop, et du coup, j'ai accès à la cuisine à la page suivante. Et ici, j'ai le chat qui est endormi sur le frigo et la souris devant le micro-ondes. J'intervertis les deux. Pardon. Donc quand j'ai interverti les deux, il y a le point d'exclamation à gauche qui est arrivé, ce qui signifie que c'est la page précédente cette fois-ci qui a changé. Et effectivement, le chat est apparu là. Et il amène avec lui un nouveau mot échangeable, endormi. Et donc je peux par exemple endormir la babysitter. Et Léon peut s'échapper. Enfin arrivé devant sa porte d'entrée, Léon ne put l'ouvrir sans la clé. Il se sentit minuscule face au gigantesque problème qui l'assaillait. Et voilà. Donc là, vous avez un bon aperçu des possibilités du jeu. Je ne l'ai pas dit au début, mais si vous avez des questions, pour des grosses questions, on les fera à la fin et on débattra. Si vous avez des questions que vous estimez courtes ou s'il y a un truc qui n'est pas clair, n'hésitez pas à demander pendant la présentation. Ça, c'est le trailer du jeu. Comment ça a commencé cette histoire? Ah non, pardon, c'est pas encore ça. Ça, c'est juste un petit récapitulatif. Donc, c'est un livre-jeu sur tablette uniquement. Nous, on le définit comme un jeu d'aventure et de réflexion. Le principe de base, c'est cet échange de mots et il n'y a que ce principe-là qui va construire tout le jeu. Ça a été pensé pour des enfants à partir du moment où ils savent lire, donc 6-12 ans, avec la possibilité de coopération avec un adulte ou un autre enfant. Et il a été traduit actuellement, il est en 5 langues et on est en train de préparer la version japonaise. Mais il existe déjà en anglais, français, allemand, espagnol et italien. Oui ? Si, ça a été une des problématiques et j'y reviendrai tout à l'heure. Ouais. Parce que quand il y a des questions, tu peux les répéter. Parce Ouais. qu'il n'y a pas de micro pour les questions. Donc il y a une question, c'est est-ce que c'est pas difficile au niveau du vocabulaire avec les traductions, puisqu'on s'adresse à un public large et à différentes langues et qu'on fait des jeux de mots, c'est ça en gros. C'est surtout des jeux de mots en fait. Ouais. Il faut y changer le sens des mots. Bah, effectivement, c'était une problématique importante et je vais y revenir plus tard dans la présentation. Le jeu a été soutenu par le CNC et la radio-télévision suisse. J'y reviendrai aussi. Donc ça,
toute cette histoire a commencé en 2011 et le jeu est sorti en 2016. Donc on a essayé de faire cette présentation de manière à respecter à peu près la chronologie pour que vous puissiez aussi vivre un peu cette aventure avec nous. Et évidemment, il y a des moments creux et il y a des moments pleins. À la base, ce projet, il est né à l'Engmin, donc l'école du jeu d'Angoulême. C'était un exercice de première année qui consistait à faire en 3 mois une expérience de jeu de 10 minutes qui soit déjà signifiante. C'est-à-dire qu'en 10 minutes, on ait déjà compris le jeu et vécu quelque chose de chouette. Et l'intention de départ, c'est... L'iPad venait de sortir depuis 1 an et demi, quelque chose comme ça. Les iPad 2 venaient tout juste d'arriver, soit allaient sortir. Je crois qu'ils venaient tout juste d'arriver. Et il y a eu une envie de faire un jeu sur ces supports-là, qui était vraiment en train de monter, et aussi de faire un vrai jeu pour les enfants, parce que sur les tablettes, sur les iPads et autres tablettes, à l'époque, il n'y avait vraiment pas grand-chose comme offre de bons jeux pour les enfants. Il y avait des bacs à sable, même des très bons, mais des jeux avec la possibilité d'échouer, avec de l'essai-erreur, et qui faisaient réfléchir, il n'y en avait pas beaucoup. Et donc là, c'était ça une des premières idées. Et en travaillant sur cette idée, en cherchant plein de pistes, assez rapidement, les 2 game designers qui ont travaillé là-dessus se sont rendus compte que c'était très intéressant qu'un adulte soit joint à l'expérience, parce qu'on pouvait aller plus loin dans des mécaniques, pouvait aller dans des mécaniques un peu plus complexes, et en plus, ça rassemblait les gens autour de la tablette, au lieu que chacun aille dans son coin. Et ça, c'était une idée qui a plu. Donc le jeu s'est fait autour d'une équipe de, en gros, 5 personnes. Il y avait un développeur game designer, une game designer, Charlotte, que vous avez vu tout à l'heure, un sound designer qui s'occupait de la musique et du son, et puis 1,5 graphiste parce qu'il y en a un qui était à mi-temps. Et donc un des 2, c'était moi qui suis venu en renfort sur le jeu. À l'époque, il n'y avait pas David. C'était des étudiants de l'Engmin, et David, lui, il avait terminé l'Engmin depuis longtemps. Donc la première version ressemblait à ça. Vous pouvez voir que là, les textes, ils n'ont pas beaucoup bougé. Ça, c'est la page que vous avez vue tout à l'heure. Et ça, c'était le trailer de l'époque. Donc ce projet étudiant, il a été très bien reçu dans le milieu étudiant. On a eu des prix, le jeu a eu le prix du meilleur jeu étudiant à la Paris Games Week cette année-là. Il y a eu un prix de la SACD. Et du coup, il y a eu un petit peu de bruit autour du jeu et on nous a mis en contact avec le monde de l'édition. Parce qu'à l'époque, on s'est dit, bon, mais il y a visiblement, ça marche bien. Enfin, c'était pas que les prix, c'était aussi que les gens qui testaient, on voyait que le potentiel était là et que ça pouvait vraiment faire un jeu commercial qu'on pouvait sortir. Donc il a commencé une période de discussion pendant laquelle on continuait à faire nos études ou à travailler pour certains. Les premiers avec qui on a parlé, c'est Nathan et Gallimard, des gros éditeurs, parce qu'à l'époque, eux, ils commençaient à amorcer le virage vers le numérique. Et l'idée, c'était peut-être qu'on peut faire ce jeu un peu comme un espèce de projet pilote pour tester le concept. Et ensuite, derrière, ils peuvent adapter leur personnage à eux avec le même principe. Seulement, à l'époque, comme je disais, ils amorçaient juste le virage vers le numérique, et donc ils commençaient à passer au livre numérique, et c'était déjà trop loin, donc c'était du jeu. Donc ça n'a pas collé. On a eu une période où on a discuté très sérieusement avec Eggball, qui était une société de création de jeux vidéo, de développement. Eux, ils avaient plutôt envie de
prendre le jeu qu'on avait, c'est-à-dire on avait fait un prototype où il y avait tout le jeu, il y avait toute l'histoire du début à la fin, et ils voulaient changer des choses, améliorer quelques feedbacks, enfin faire un peu mieux et puis le sortir. Et donc ça a duré pas mal de temps, les discussions, et au final, quand on a commencé à travailler dessus, ils ont fait faillite. Du coup, on s'est dit, bon, on va le faire nous, parce que si on attend sur les gros éditeurs ou sur les petits, ça ne sert à rien. Faisons-le nous. Et là, on est allé voir France Télévisions, qui à l'époque investissait un peu dans les... Enfin, ils avaient un département de nouvelles écritures où ils pouvaient investir un peu dans des applications. Et eux, en gros, ils étaient très intéressés par le jeu, mais le budget que nous, on leur proposait, il était trop élevé par rapport à ce qu'ils pouvaient financer. Et du coup, ça a mis très longtemps. Ils ont essayé de monter des choses avec d'autres services. Mais au final, au bout de 1 ou 2 ans, on n'avait toujours pas de deuxième rendez-vous avec eux. Et donc, on s'est dit, bon, est-ce que c'est peut-être le moment de passer à autre chose? On avait d'autres projets. Et puis, en fait, quelques temps après, il y a notre ami programmeur. C'est là que je dois l'introduire. Je vais l'introduire brièvement. Il faut que j'aille un petit peu plus vite sur ce début, sinon ça va être trop long, je pense. En gros, David, il avait aidé au moment de la création du prototype étudiant pour mettre le jeu sur un iPad. Parce qu'à l'époque, personne ne savait le faire dans l'école. Et donc, on développe sur ordinateur, mais ensuite, on doit bien brancher l'iPad sur l'ordi, et puis il faut que ça communique. Donc lui, il savait faire ça. C'est sa spécialité. Et à cette époque-là, il avait pris connaissance du projet, et il l'a toujours bien aimé. Et donc, quand on a voulu faire le projet en vrai, à un moment donné, quand on s'est dit faisons-le nous, on lui a demandé est-ce que ça te dirait de faire le projet avec nous, gratos, hein, nous on n'est pas payé, et il a dit banco. Et donc, par lui, on a pu avoir rendez-vous avec la télévision suisse romande, et on leur a présenté une énième fois notre projet, en montrant le vieux prototype et les images que je vous ai montrées, et en expliquant ce qu'on voulait faire, et on s'est rendu compte qu'en fait, c'était pas convaincant, et qu'il fallait absolument qu'on refasse un prototype beaucoup mieux. Et la motivation de David nous a relancé aussi, Charlotte et moi, à se décarcasser pour faire un nouveau prototype, en refaisant les dessins, en réécrivant des bouts, en améliorant les feedbacks, enfin en faisant vraiment la chose qu'on voulait faire. Donc on a fait ce qu'on appelle une vertical slice du jeu. Donc on a fait ce que je vous ai montré tout à l'heure sur 3 mois. Et donc nouvelle interface, nouveau graphisme. Et par commodité, on a programmé ça que natif iOS, donc que pour Apple. À la même époque, donc au début de ces 3 mois, on s'est dit il nous faudrait une deadline. On s'était donné 3 mois et par hasard, on est tombé sur un concours qui s'appelle le concours Magic, qui a lieu chaque année depuis cette année-là. Donc là, on est en 2015, qui est organisé par Shibuya Productions. Et ce concours, donc c'est un festival qui a lieu à Monaco qui s'appelle le Magic. Et ils organisent un concours de jeux vidéo auquel peuvent postuler n'importe qui a un projet avec un dossier, etc., un projet convaincant. Et le prix, c'était 100 000 € d'investissement dans le projet. Du coup, on s'est dit, c'est incroyable, est-ce que c'est vraiment vrai? Parce que c'est quand même des sommes assez folles. Et en général, les concours de jeux vidéo, il n'y a pas des sommes aussi énormes. Mais on s'est dit, on n'a rien à perdre. Et puis, ça nous donne une vraie deadline parce que c'était à peu près 3 mois pour rendre le projet pour le concours. Et on a gagné. Et ça a lancé vraiment, ça nous a vraiment fait basculer dans le professionnel. C'est-à-dire qu'à partir de là, on savait qu'on avait 100 000 € et que 100 000 € pour les gérer, il faut une société, qu'on ne peut pas les prendre à titre personnel. Et on savait aussi qu'on allait pouvoir faire le jeu. On avait estimé qu'avec cette somme-là, on pouvait sortir quelque chose de tout à fait correct. Et du coup, voilà, à partir de là, on est entré dans une phase de préparation qui a été assez importante. Donc, à partir de là, on ne s'est plus occupé du jeu pendant quasiment 6 mois. Là, on n'a fait que de l'administratif et de la préparation de la société. Alors, c'était très intéressant. Mais donc, c'était un sacré gros travail, mais qui était essentiel pour que tout se passe bien après.
Donc évidemment, on a géré tout ce qui concernait le contrat avec Shibuya, qui est la société de production qui organisait le concours, pour être sûr que chacun soit d'accord sur quels étaient les objectifs, qu'on ne soit pas nous condamnés à rembourser des sommes monstrueuses sur notre argent personnel en cas de problème. Donc voilà, on a assuré que tout ça était bien carré. Et puis on a fait tout ce qu'il fallait pour créer notre société. On a dû du coup apprendre sur le tas pas mal de choses. Moi je ne connaissais pas le fonctionnement d'une société. Et notre société s'appelle Witty Wings. Elle a été créée donc en septembre 2015, donc à peu près après 6 mois de préparation. Bah, du coup, on s'est dit à ce moment-là, on va travailler sur le jeu, mais en fait, non, c'est pas encore le moment où on travaille sur le jeu. Parce que là, il a fallu qu'on complète notre budget, parce que 100 000 euros, c'était bien, mais on savait que c'était ric-rac quand même. Ce que j'ai pas dit, c'est qu'à ce moment-là, on a pris aussi des décisions assez importantes sur le plan personnel. Chacun d'entre nous avait un travail, et du coup, il fallait décider, est-ce que tout le monde arrête de travailler pour venir dans Witty Wings? Comment on fait? Et donc, assez rapidement, il a été clair que Charlotte et moi, nous, on arrêtait notre travail principal et on se mettait à plein temps sur Witty Wings, et que notre associé David, lui, gardait son emploi parce qu'il pouvait, enfin, c'était beaucoup trop risqué de ne pas faire ce choix-là, et on est parti sur ce postulat-là. Donc je reviens en septembre. Là, on a donc travaillé sur plein de documents du type business plan. On doit aussi faire des prévisionnels comptables, etc. Enfin, plein de choses de l'ordre de la gestion d'entreprise. Et en parallèle, on a fait un dossier pour présenter notre jeu au CNC. Parce que, en gros, à partir du moment où on a une société et où on a un apport budgétaire, on peut demander une subvention au CNC, c'est l'aide à l'IP, c'est... ça y est, j'ai un trou. C'est quoi déjà? Propriété intellectuelle. On peut demander jusqu'à la moitié du budget. Donc on aurait pu demander jusqu'à 100 000 euros de subvention pour compléter notre budget. Donc ça, comme c'est très important et que c'était presque primordial, on a passé pas mal de temps à faire un dossier super béton. Et donc le dossier fini, on a enfin pu... Ah non, on n'a pas pu commencer à travailler sur le jeu parce qu'il a fallu structurer la production et ça c'était très important pour ne pas avoir de mauvaises surprises. Donc il y a eu une première grande décision qui s'est prise, c'est que notre prototype joli qui était fait pour fonctionner que sur iPad, en fait on devrait le recommencer complètement parce qu'il fallait qu'on puisse, avec une seule programmation, aller sur plusieurs plateformes, Android et iPad. Sinon, ça aurait coûté vraiment beaucoup plus cher et pris beaucoup plus de temps parce qu'on aurait dû faire une programmation différente quasiment pour chaque device. Donc on a décidé de travailler avec Unity, qui est un peu l'outil de tous les indépendants du moment quasiment, et qui est assez pratique. Mais du coup, on a dû recommencer à zéro la programmation du moteur. Et puis, on a aussi, à ce moment-là de la production, décidé de comment on allait structurer les choses. Par exemple, on a choisi que, au niveau graphique, il fallait que ça ne nécessite pas d'avoir des connaissances en programmation pour que le graphiste puisse travailler. En l'occurrence, moi, je n'avais pas de formation en programmation et jeux vidéo. Donc voilà, il fallait que ce soit simple. Donc ça, c'était une des choses. On s'est dit, voilà, il y aura un importeur graphique. Ça va être le travail des programmeurs de créer cet outil. Pour que, en gros, le graphiste n'ait qu'à travailler dans Photoshop et ensuite on passe ça dans une moulinette et ça fait le jeu. On a aussi décidé de travailler avec un moteur son externe à Unity, de manière à ce que de la même façon les sound designers et le compositeur puissent travailler de leur côté en autarcie. En gros, il y a un moteur son dans lequel ils font tous leurs réglages. Il est connecté avec le jeu principalement, mais le programmeur, il n'a pas besoin d'intervenir pour que le son pour que les détails du son fonctionnent. Donc ça leur permettait vraiment de gérer des choses très fines de leur côté et sans qu'il y ait d'aller-retour avec la programmation.
Une autre problématique en début de projet, c'est qu'on a dû employer des gens parce que David, lui, il ne venait pas dans la boîte à plein temps. Donc ce qu'on a décidé, c'est qu'il serait un superviseur technique, que ce serait directeur technique et que lui, il aurait un œil, justement, un œil transversal sur la manière d'architecturer le projet. Et donc, une des problématiques en début de production, c'est qu'il a fallu découper tout ce qu'on voulait faire dans le jeu en cahier des charges pour le donner à des programmeurs qui sont des prestataires de services, parce que du coup, il fallait que ce document les engage et ça permettait de délimiter clairement voilà ce qu'il y aura dans le jeu, voilà ce qu'il n'y aura pas, ça permet d'avoir un prix. Et ce document-là, il nous a permis de piloter toute la collaboration avec eux, et donc c'était très important et ça nous prenait pas mal de temps de gérer ça. Donc c'est une des problématiques quand on travaille avec des gens en externe, c'est qu'il faut beaucoup communiquer et qu'il faut souvent renégocier des choses. Par exemple, si vous avez quelqu'un en interne et que vous voulez faire quelque chose en plus dans le jeu et enlever autre chose, bah, c'est assez simple. À chaque jour, on dit bah, tu fais ça, demain tu fais ça. De toute façon, il est payé au mois et voilà. Alors que là, ils sont payés pour une tâche précise et donc si on décide de supprimer quelque chose, il faut les tenir au courant. Si on veut rajouter autre chose, il faut aussi les tenir au courant et puis à chaque fois négocier le prix que ça va coûter parce que bah, du coup, ça va peut-être pas mettre le temps, ça va peut-être faire plus de temps à faire ce qu'on veut rajouter que ce qu'on veut enlever. Donc ça, c'est quelque chose qui fait partie de la gestion quotidienne du projet. Ah! Donc après avoir géré toutes ces choses-là, on a pu s'atteler à ce qu'on avait le plus envie de faire depuis que le projet existait, c'est écrire. Et ce qu'on avait décidé de faire, c'était d'améliorer l'écriture du jeu. Donc, en gros, de garder ce qui nous paraissait bien et d'améliorer ce qui nous paraissait améliorable. On a rallongé l'histoire, on a rajouté en fait plus d'énigmes avec plusieurs pages, avec avant, arrière et on a essayé de pousser le plus loin possible le concept. Et on a essayé d'améliorer les énigmes qu'on avait pu... on avait pu voir les gens jouer et donc on a pu voir que certains trucs marchaient bien, d'autres marchaient pas, les gens ne comprenaient pas ce qu'il fallait faire pour avancer dans l'histoire. Et on a pu l'améliorer du coup. Au niveau de la structure, elle est assez simple somme toute. L'unité de base du jeu, c'est la page. Sur chaque page, il y a un texte et une image. Et ensuite, avec des règles, des règles logiques, on décide quelle va être la page suivante. Et du coup, ça fait une structure de ce type-là. On ne voit pas très bien. Et donc, une page mène à autant de pages qu'il y a de possibilités au niveau des combinaisons de mots. S'il y a 2 mots, il peut y avoir jusqu'à 2 pages. S'il y a 3 mots, il y a 6 états différents possibles. Et donc, au maximum, on peut mener vers 6 pages différentes. Et nous, on a choisi de garder une structure relativement simple parce que si on s'adresse à un public qui va de 6 aux adultes, et donc il fallait qu'on ne soit pas perdu dans le bouquin. Enfin, en tout cas, ça a été un de nos choix, c'est qu'on ne soit pas complètement perdu dans une narration à branches. Après, au niveau des énigmes, si on zoome un petit peu sur le principe, donc on a une page A dans un certain état. Donc j'appelle un état, c'est une combinaison possible des mots. Elle mène à une page de fin. Du coup, on revient en arrière. On met la page A dans un autre état et ça nous amène à une autre page. Et ainsi de suite. Si on zoome encore et qu'on arrive au niveau d'une page, voilà un des outils qu'on a utilisé pour s'aider à écrire le jeu. C'est un tableau à double entrée. Donc nous, on découpe chaque page, enfin chaque texte en différentes sections. Chaque section, ça va être une phrase ou plusieurs phrases qui va contenir un mot échangeable, un trou quoi. Donc dans un sens, on a les sections et dans l'autre sens, on a les mots échangeables. Et à l'intersection, on a les combinaisons. Donc là, ouais. Section 1 avec le mot 1, section 2 avec le mot 2, etc.
Et donc un exemple, Léon mange une tartine, Léon repasse une tartine. Enfin là, on a Léon une tartine, tandis que son père sa cravate. Et donc ça fait soit Léon mange une tartine, tandis que son père repasse sa cravate, soit Léon repasse une tartine, tandis que son père mange sa cravate. Donc ça, des tableaux comme ça, on était obligé d'en faire parce qu'il faut vérifier que chacune des combinaisons, elle a du sens. Et malgré tout, on est des humains, donc on a tendance à se dire c'est bon, ça marche. Et puis tout à coup, on voit que ça, on n'avait pas prévu, ça marche pas du tout. Donc ça a été, au niveau de l'écriture, une vraie mécanique à enregistrer quand on avait déjà pu le voir un petit peu quand on a fait la première version du jeu, mais là, on l'a poussé plus loin. Si ça vous intéresse, on pourra en reparler plus à la fin, mais j'avance un peu. Donc une autre problématique importante de la production, c'est qu'on n'avait pas de locaux et que toute l'équipe était éparpillée dans le monde. Donc il y avait la maison mère, on va dire, à Paris avec Charlotte et moi, à Toulouse un programmeur, en Picardie un sound designer, à Genève le directeur technique, à Montréal le musicien, et à Londres la traduction, et en plus lui était en contact avec d'autres pays. Donc il a fallu qu'on se crée des outils pour que la communication fonctionne bien et pour que tout le monde puisse travailler sans être coordonné, quoi. Parce qu'on ne pouvait pas tous travailler en même temps. En plus, il y en a plusieurs qui étaient sur leur temps libre. Donc voilà. Donc on a utilisé tous ces outils-là. L'outil principal, c'est Trello, qui est en gros, c'est un outil de gestion de projet en ligne. Et ça se présente comme une espèce de tableau. Qui c'est qui connaît Trello? D'accord, ouais, parce que je ne vais pas parler 2 heures si tout le monde connaît. Donc, en gros, c'est comme un tableau avec des post-it et ça permet d'organiser et d'assigner des tâches à différentes personnes. Et ça permet de faire les choses... Enfin, chacun des post-it, on va pouvoir le commenter. Et du coup, par exemple, si je fais... le post-it, il dit colorier tous les Léons en rouge. Moi, je peux mettre un mot dessus, genre, bah j'ai plus de rouge. Est-ce que tu as du rouge? Hâte, machin truc. Et le machin truc, lui, il reçoit un message qui lui dit, il y a l'autre qui a dit qu'il avait plus de rouge. Donc c'est très fluide comme manière de travailler, mais bon, ça demande aussi une grosse gestion parce que celui qui gère les post-it, il doit faire une mise à jour tous les jours si possible, ou même plus souvent que ça. Je vais peut-être pas m'attarder sur les outils, je pense que c'est pas le plus intéressant, sauf s'il y a des questions à la fin, on pourra y revenir. Oui? Non, j'allais demander pour Cornerstone, parce que je connais pas. Alors je sais pas le bon terme, mais en gros c'est le projet, le jeu lui-même, les fichiers sources du jeu, ils sont sur un cloud, et Cornerstone, lui, il nous permet à chacun de nous synchroniser et d'aller récupérer les infos. Une fois qu'on a travaillé sur le jeu de notre côté, on peut envoyer ça et le synchroniser avec le cloud. Et donc Cornerstone, lui, il permet d'éviter des conflits, que chacun travaille sur le même fichier en même temps. Et puis il permet aussi de vérifier ce qu'on a fait, si on n'a pas modifié par erreur des choses. En début de production aussi, il était assez clair pour nous que, vu notre expérience et déjà nos différentes casquettes sur le projet, on ne pourrait pas gérer nous-mêmes la communication. Donc on a assez rapidement cherché à avoir un éditeur / distributeur avec nous pour gérer toute cette partie-là. Et on l'a trouvé en décembre 2015, on a signé avec Plugin Digital Label, qui a changé de nom depuis, qui s'appelle Playdigious, et qui est présente sur le marché PC depuis pas mal de temps, sur le marché PC depuis quelques années, à faire principalement de la distribution. Et Plugin Digital Label, eux, c'est en gros la partie de cette boîte qui a commencé à faire de l'édition de jeux. Et donc eux, ils nous ont encadrés sur la partie distribution, donc relation avec Apple, relation avec Android, et pour essayer de nous placer auprès d'autres tablettes que celles auxquelles on avait pensé. Et puis l'autre partie, c'était la communication. Pardon. Et l'autre partie, c'était la communication. Ça, j'y reviendrai plus tard. Et donc on a eu là un contrat avec, grâce à eux, avec Curio, qui sont des tablettes pour enfants. Et là, on a eu un deal et il fallait sortir le jeu. Normalement, d'après le deal, on aurait dû sortir le jeu presque avant qu'il soit fini pour le mettre en pré-embarqué sur des tablettes spécialisées pour les enfants. Donc ça veut dire que
On pouvait avoir, je crois, jusqu'à 500 000 tablettes avec le jeu déjà dessus, avec le premier chapitre jouable, et puis à la fin, on demande au joueur s'il veut acheter ou pas le jeu. Donc c'était évidemment au niveau de la visibilité très intéressant. Et l'autre contrat qu'on a eu, c'est un contrat avec un éditeur japonais pour faire, dans un deuxième temps, une version japonaise du jeu pour la sortir au Japon, et cet éditeur japonais s'occupe de la communication. Donc là, on était dans un moment de la prod où, en gros, ça commençait à rouler. On avait pu avancer, écrire ce qu'on voulait, faire les dessins. C'est vrai que j'ai pas fait de partie sur les dessins. Mais en gros, moi, j'ai fait tout ce qui est dessin au trait. Et quand on écrivait, on travaillait toujours en même temps à réfléchir les énigmes visuellement et au niveau du texte. Sinon, c'est pas possible, en fait, parce qu'assez rapidement, on peut faire un texte où on peut échanger des choses, mais on se rend vite compte que il peut y avoir des concepts qui sont abstraits. Ça marche très bien avec des mots, mais quand il faut représenter ça en image et qu'en plus il faut appuyer sur des éléments de l'image pour allumer les mots, ça peut vite ne pas fonctionner. Donc on faisait toujours brainstorming sur des idées textuelles et puis petit croquis à côté très rapidement pour vérifier qu'une mise en place était possible avec ces éléments-là. Et ça a été tout le temps comme ça. Donc à ce moment-là de la production, je pense qu'on était arrivé aux deux tiers du dessin du jeu. Et là, on a eu le gros truc qu'on n'avait pas bien prévu. C'est le poids de l'application. En gros, notre application, on commençait à voir qu'elle allait faire aux alentours de 2 gigas. Sauf que pour un jeu mobile, c'est juste absolument énorme. Et qu'en plus, un jeu Android, en dessous de 100 mégas, ça ne peut juste pas aller sur le store. Et du coup, ça a été la plus grosse mauvaise surprise de notre production. Parce que, en gros, tout le système d'affichage des pages qu'on avait créé, il ne marchait pas. Le système, en gros, c'était on utilise un minimum de mémoire vive possible parce qu'on ne charge à la fois que les images qu'on affiche. Mais du coup, pour une question technique, on ne pouvait pas compresser ces images. Au niveau du poids de l'application, elles étaient lourdes, mais en mémoire vive, elles étaient légères. Et du coup, on s'est dit, bon, tout ce qu'on peut faire pour réduire le poids de l'application, c'est compresser les images, c'est-à-dire les réunir dans ce qu'on appelle des atlas de texture, donc des grandes images avec tous les dessins réunis, combinés, et on compresse tout ça. Mais du coup, on ne pouvait plus faire notre technique où on ne charge que ce dont on a besoin, on était obligé de charger d'un seul coup tout l'atlas, et il y a plusieurs atlas par page. Et du coup, là, on a commencé à avoir le jeu qui crachait. Et c'est assez flippant dans une prod quand ton jeu crache et que tu n'as pas de solution, tu ne sais pas exactement pourquoi et qu'est-ce que tu peux faire. Donc, ce qu'on a dû faire pour régler le problème, c'est d'abord optimiser au maximum les graphismes, c'est-à-dire vraiment tout réfléchir d'une autre manière pour que ça rentre dans le minimum possible de ces atlas de texture. Et de l'autre côté, toute l'interface qui prenait beaucoup de mémoire vive parce que dans la première version du jeu, on pouvait se le permettre. On a dû la retravailler à fond pour qu'elle prenne le minimum de mémoire vive possible et de manière à ce que les pages elles-mêmes et les graphismes de chaque page aient de la mémoire vive pour fonctionner. Donc on a réussi à régler ce truc-là, mais ça nous a pris 1 mois et demi à peu près à tout remettre sur pied et à ce que le jeu ne crache plus et que ce soit jouable. Après, il y a eu un deuxième gros chapitre qui nous a pris un peu plus de temps que prévu, malgré qu'on est quand même dans l'idée que c'était quand même quelque chose d'important. C'est qu'on a voulu qu'à tout moment dans le jeu, les joueurs puissent appuyer sur un bouton indice et que ça leur donne un indice pertinent par rapport à là où ils en sont dans leur partie. Alors la particularité de Léon, c'est que ce serait comme un jeu point and click, sauf que tout ce qu'on a fait, on peut le défaire à tout moment. Et donc à tout moment du jeu, je peux très bien revenir à la première scène, inverser un truc, et ça change complètement le livre. Et donc quoi qu'on fasse, il faut que l'indice, il nous indique comment avancer dans l'histoire. Donc il a fallu qu'on fasse un système qui vraiment tienne compte de l'état du jeu à l'instant où on appuie sur le bouton. Donc là, vous avez un aperçu de nos réflexions sur les tableaux à faire.
Donc en gros, le système, c'est comme un... Bon, pour les programmeurs, c'est tout simple. Hein. Mais pour nous, on n'était pas programmeurs, donc ça a été un bon exercice pour nous, parce que c'est de la logique pure. En gros, c'est un tableau de décision. Le tableau, il consiste à... On entre en haut du tableau, enfin de l'arbre, pardon, c'est pas un tableau. On entre en haut de l'arbre, et on va simuler ce que ferait dans sa tête un observateur du jeu qui voit quelqu'un jouer, et lui, il connaît le jeu. Et donc la première question, par exemple, si sur une page, il faut endormir la babysitter, quand on regarde le jeu et qu'on voit quelqu'un qui est bloqué, on regarde, est-ce qu'il a endormi la babysitter? Ah non. Et du coup, ça fait notre première deux branches dans l'arbre, c'est la babysitter est endormie ou elle n'est pas endormie. Et puis ainsi de suite. Et au bout des branches, on peut savoir quel indice il faut donner au joueur. Et donc selon les pages, c'est très simple, parce qu'il y a très peu de conditions de victoire, et pour d'autres pages, c'est hyper compliqué. Il y a une énigme qui est une voiture qu'il faut réparer, qui est sur 2 pages. Et ça, en gros, il y a 4 objets qui peuvent changer de... 4 objets dans la voiture, on échange des mots et ça les fait changer de place. Et à la page d'à côté, en gros, un des objets de la page d'avant, on peut lui changer la matière dont il est fait. Et donc potentiellement, on peut changer la matière de tous les objets de la voiture en les faisant passer alternativement à la page suivante. Et donc en gros, il y a plus de 200 sprites d'illustrations pour faire cette énigme. Et le nombre de possibilités dont il fallait tenir compte était juste énorme. Donc les arbres, ils sont énormes. Et en plus, on a voulu aller très très dans les détails parce que c'était une énigme particulièrement difficile et que l'objectif pour nous avec ces indices, c'était justement que même si c'est très difficile, n'importe quel joueur puisse traverser le jeu jusqu'au bout. Donc ça nous a pris beaucoup de temps, c'était très intéressant. Mais très intense. Voilà, ça c'est le plugin qu'on a utilisé pour gérer ces arbres d'indices. Ça c'était à l'intérieur de Unity. Et donc au final, les game designers, ils ont quand même mis les mains à fond dans Unity. Voilà le chapitre sur la traduction que tu attendais. Donc on savait dès le départ qu'évidemment, puisqu'on fait des jeux de mots, et qu'on ne voulait pas les supprimer parce que c'est ça l'essence, c'est ça l'originalité de ce gameplay, c'est qu'on peut jouer sur les mots. On savait que ce serait compliqué à traduire et donc il fallait bien l'anticiper. Donc ce qu'on a fait en gros, c'est qu'on est parti de cette idée-là. Le jeu, il a une structure qui est fixe, c'est-à-dire les énigmes, elles vont toujours fonctionner de la même manière. Si c'est une énigme avec 4 mots qui s'échangent et que celui-là, il doit être à telle position pour qu'on gagne, ça ne va pas changer, ça va toujours rester. Par contre, on peut habiller ça comme on veut. On pourrait changer complètement le texte et changer complètement l'image. Du moment que c'est toujours ce mot-là qu'il faut mettre à cette place-là pour gagner l'énigme, c'est bon. Donc, en gros, ce qu'on a fait, c'est qu'on a traduit en essayant de traduire littéralement tout ce qu'on peut traduire littéralement. Et dès qu'il y avait des jeux de mots, on adaptait avec d'autres jeux de mots et d'autres graphismes, du coup, pour que ça soit toujours cohérent. Et donc, pareil, au niveau visuel, on a utilisé un système, en gros, de graphismes tagués ou non tagués. Par exemple, si on est en français et qu'il y a une babysitter endormie, le jeu il regarde, est-ce qu'il y a un graphisme qui s'appelle babysitter endormie français? Il n'y en a pas, alors je mets la babysitter endormie, qui est un peu par défaut. Et si on est en anglais, il va voir, est-ce qu'il y a la babysitter anglais? Ah oui, elle y est, c'est un graphisme différent qui va s'appeler babysitter anglais, et du coup c'est celui-là qui l'affiche. Et donc ça nous permet en gros de ne dessiner que les différences et de faire plein de langues sans dupliquer des choses. Voilà. Au niveau de la traduction, on a travaillé avec un type super qui s'appelle Domenico Trimboli, que ceux qui vont dans les salons de jeu ont peut-être croisé. Lui, c'était une des belles rencontres de ce projet. C'est lui qui en gros recrute les traducteurs et il fait le lien entre nous et eux. Donc lui connaît le jeu, il a bien compris le principe, il connaît chacune des énigmes, il briefe les traducteurs, il brainstorm avec eux quand ils sont coincés et il assure que leur travail il est compréhensible pour nous, c'est-à-dire qu'en gros on avait des tableaux à double entrée comme je vous ai montré tout à l'heure. Pour une page, on a le tableau à double entrée avec le texte français, puis en dessous le tableau à double entrée avec le texte anglais et ainsi de suite pour chacune des langues. Et les traducteurs
mettaient leur traduction dans la langue en question et faisaient toujours à côté une back translation en anglais. Donc ils retraduisent le plus littéralement possible ce qu'ils ont écrit dans leur langue en anglais pour que nous on puisse avoir un œil sur ce qui se dit dans cette version-là du jeu, vérifier qu'il n'y a pas des choses qui vont à l'encontre des énigmes et qui cassent le jeu. Et heureusement qu'on a eu ça, parce que sans ça, le jeu ne fonctionnerait absolument pas dans les autres langues. Malgré toute la bonne volonté et le travail d'excellents traducteurs, il y a eu passablement de changements à faire en deuxième ou troisième couche, jusqu'à avoir des énigmes qui fonctionnent dans chacune des langues. En fait, comme dans ce jeu, le texte, c'est du level design, c'est hypersensible. C'est comme si en traduisant Mario, on bougeait des briques, quoi. Il n'y a plus un escalier ici, mais il y a un truc qui rebondit, et du coup, forcément, on peut le faire, mais il faut vérifier que le truc qui rebondit nous permet toujours d'accéder à la plateforme que l'escalier nous permettait d'atteindre. Voilà, c'est ce genre de choses. Et ça s'est bien passé. C'était pas mal de boulot, surtout il a fallu gérer sur certaines pages, notamment la voiture, où il y avait beaucoup de modifications dans chacune des langues, parce qu'il y avait beaucoup de jeux de mots. Il a fallu gérer qu'on avait énormément de sprites et que du coup, ça pouvait faire cracher de nouveau le jeu au niveau de la mémoire. Il a fallu réduire la taille des éléments pour que tout puisse rentrer. Vers la fin de la production, on s'est rendu compte qu'en fait, on risquait de ne pas arriver à terminer le jeu dans les temps. Et ça commençait à devenir compliqué parce que, évidemment, plus le temps passe, plus on dépense de sous pour du fonctionnement et pour nous vivre. Donc, on s'est dit on a besoin d'aide et on a besoin de locaux parce qu'on ne peut pas accueillir des gens dans notre appartement où on avait nos bureaux principaux jusque-là. Donc là, à ce milieu de prod, on est parti sur de nouveau de l'administratif pour entrer dans un incubateur qui s'appelle Paris & Co, obtenir un local à prix réduit par rapport au prix du marché. Cet incubateur, en gros, c'est un programme qui peut aller jusqu'à 3 ou 4 ans. C'est un programme d'accompagnement d'une entreprise qui débute dans l'idée qu'elle sorte de l'incubateur et qu'elle vole de ses propres ailes. Et sur la première année, venait avec cette demande d'entrée dans l'incubateur une sorte de subvention pour le développement de l'entreprise. En gros, cette subvention, elle paye la présence dans l'incubateur et tous les services de l'incubateur. Conseil stratégique, accès à toutes les salles de réunion dans tout Paris, etc. Donc là, on a dû faire un gros dossier de nouveau pour obtenir cette subvention. Et ça a marché. On a pu entrer dans l'incubateur et avoir des locaux et accueillir des stagiaires pour nous aider sur la toute fin de prod, sur les 3-4 derniers mois. Enfin, même plus, c'est 5 derniers mois de la production. Pour que vous vous rendiez compte, ça c'est l'équipe du jeu. Pas encore tout à fait au complet, il y a 2 pages, mais c'est le nombre de personnes qui sont intervenues. Donc vous avez les programmeurs, on avait pris quelqu'un pour refaire l'interface pour qu'elle ait plus de classe, les 2 sound designers et compositeurs, les 3 Witty Wings de base. Il y a 2 coloristes qui se sont enchaînés sur le projet, enfin, qui sont passés l'un après l'autre. 3 stagiaires en tout qui sont passés aussi sur le projet. Le fameux Domenico et les traductrices. Et puis nos partenaires, notamment Plane Lab, c'était les playtests du jeu. Alors là, je reviens un petit peu en arrière, mais bon, c'est pas très grave. C'était pendant toute la durée du développement, on est passé dans pas mal de festivals parce qu'on y a inscrit notre jeu. Et là, ce qu'on voulait dire, c'est qu'en fait, c'est assez intéressant de le faire parce que en gros, ça nous fait des playtests gratuits parce qu'on montre le jeu dans des étapes où il n'est pas fini. Et nous, ça nous a pas mal aidé, surtout pour une partie sur laquelle je vais arriver, c'est le tutoriel. Et évidemment, la première vocation de ces festivals, c'est de faire parler du jeu et de faire aussi des contacts avec notamment notre traducteur Domenico, on l'a rencontré sur un festival. Les prix, on a eu pas mal de prix, ce qui nous a donné du cœur à l'ouvrage et nous a continué de nous convaincre que ça valait le coup et qu'il fallait continuer. Le tutoriel, ça a été un gros sujet
Et là aussi, on voulait en parler ici parce que c'est un peu le cas dans tous les tutoriels. En fait, il ne faut pas sous-estimer ce moment-là. Donc nous, on voulait un tutoriel qui soit au début du jeu et qui accompagne vraiment à l'intérieur du jeu, pas un tutoriel qui soit séparé. Donc il fallait que ce soit un tutoriel dynamique. Et en gros, la première version qu'on a faite, on a voulu tout bien expliquer aux joueurs et qu'ils aient bien compris toutes les règles du jeu et comment ça marche et les feedbacks et tout ça. Et donc on est arrivé dans notre premier festival avec la première fois qu'on montrait notre tutoriel. Et moi j'étais super content parce que pour une fois, j'allais pas devoir expliquer 300 fois par jour comment fonctionne le jeu aux gens. Je me suis dit cool, on va poser le jeu, les gens vont jouer, on va les regarder. Et puis ça va être du repos et intéressant pour développer le jeu. Puis les premières personnes qui viennent, elles regardent le jeu 2 secondes et elles se barrent. Et ça a été comme ça, assez systématique sur les premières personnes. Ah, trop de texte à lire dans les tutoriels. Et pourtant, c'était 2 lignes de texte, hein, mais ah non, ils partaient. Et du coup, je me suis dit, oulala, qu'est-ce qu'on va faire? Et donc, j'ai passé en fait ma journée à avancer le tutoriel jusqu'au moment où on demande aux joueurs d'être actifs directement. Et là, ça a marché beaucoup mieux. Et du coup, on a pu bien regarder et voir quelles étaient en gros les infos qui manquaient aux joueurs et qu'on devait quand même mettre dans le tutoriel, mais tout en l'épurant au maximum. Donc voilà, donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a continué d'encadrer le joueur, tout en épurant au maximum, en enlevant un maximum de texte, en rajoutant un maximum d'images, de flèches, d'interventions vraiment qui montrent directement les choses. Et du coup, tout ça, il a fallu le coder, coder des outils pour que nous, game designers, on puisse faire des essais-erreurs et tester facilement des choses. Donc il y a toute une série d'outils qui nous permettaient de scripter des tutoriels et de dire voilà, à tel moment tu mets tel tutoriel et là il y a une flèche, etc. Et de facilement le modifier. Évidemment, l'objectif c'est de garder le focus du joueur sur le jeu et pas l'en faire sortir. Mais il fallait quand même qu'à certains moments, on le force à découvrir certaines mécaniques. Et du coup, il a fallu. Ce qui était compliqué, c'est de choisir à quel moment est-ce qu'on bloque le joueur dans sa progression jusqu'à ce qu'il ait fait le truc qu'on veut lui montrer. Et à quel moment est-ce qu'on le laisse libre. Et libre jusqu'où? Parce qu'il ne faut pas non plus qu'il revienne trop en arrière. Enfin, voilà. Donc ça a été assez compliqué à gérer. Et il n'y a que par l'essai-erreur qu'on a réussi à le faire. Donc au fur et à mesure des playtests et des différents festivals, on a pu arriver à un tutoriel que à peu près tout le monde comprend et qu'on traverse et qui ne décourage pas de jouer. On n'a heureusement pas dû couper beaucoup de choses dans le jeu, mais quand même, à certains moments de la production, on a fait le compte entre ce qui restait à faire, le temps qu'on avait, l'argent qu'on avait, et donc on a dû faire des choix. On avait prévu qu'on puisse avoir jusqu'à 3 parties en même temps, donc il y aurait eu jusqu'à 3 signets dans le livre. Ça, on n'a pas pu le faire. Clairement, on se l'était gardé plutôt pour la fin parce qu'on savait que le jeu pouvait sortir sans. Donc voilà, il est passé à l'as. Et en fait, je pense qu'on s'est évité pas mal de prises de tête. On avait créé une énigme, je vous avais dit qu'on avait essayé de pousser le plus loin possible le concept. On avait créé une énigme où il y avait 3 pages d'affilée. Et en gros, ce qu'on faisait sur la 3e page faisait apparaître des choses dans la 2e page. Et ce qu'on faisait dans la 2e page influait sur la première. Et donc il fallait se coordonner. Là, clairement, quand on a fait nos playtests, on a vu que c'était trop. C'était trop complexe. Les joueurs sortaient de l'histoire parce qu'il y a un peu 2 couches dans Léon. Il y a la mécanique des échanges et puis il y a la mécanique de l'histoire interactive. Et ici, typiquement, on sortait le joueur de l'histoire interactive quasiment complètement. On n'était plus que dans la mécanique, que dans l'intellectuel. Et du coup, on s'est rendu compte qu'il fallait supprimer cette 3e page, réécrire un peu l'énigme pour qu'elle soit plus simple. Et après, ça s'est mieux passé. Mais par exemple, si on faisait la version pour adultes, peut-être ce serait intéressant de garder des énigmes comme ça. Et puis sur le premier chapitre, vu que pendant pas mal de temps dans la prod, on a gardé en tête que c'était en gros le premier chapitre, celui que les joueurs doivent traverser pour arriver jusqu'au moment où on va leur proposer d'acheter le jeu, en tout cas sur Android. Il fallait que vraiment un maximum de gens le traversent. Donc il a fallu choisir à certains moments, est-ce qu'on garde cette page alors qu'elle ralentit un peu le rythme du premier chapitre, ou est-ce qu'on la supprime?
Et puis à un autre moment, on avait une énigme où les joueurs avaient tendance à se perdre un petit peu parce que dans la cuisine, je vous ai montré tout à l'heure, on n'a que 2 éléments qu'on peut intervertir. Au départ, il y en avait 3. Et du coup, en gros, on pouvait aller dans la cuisine, faire des échanges, ça fait rien, et être bloqué parce que ne pas comprendre que certains échanges ont un impact sur la page d'avant. Donc ça, on a dû le simplifier parce qu'on a bien vu qu'on a fait trois grosses versions. On a fait une version, la première version où il y avait 3 objets à échanger et en gros, un seul devait être à une bonne place il fallait mettre le chat devant le four pour que le chat soit visible dans la page d'avant. Donc il y avait une solution bonne sur 6 possibles. Ça, on a vu que ça ne marchait pas. Les gens avaient tendance à se perdre. Du coup, après, on s'est dit, bon, du coup, on ferait mieux d'avoir 3 objets dans cette page et 2 permettent d'endormir la babysitter dans la page d'avant. Mais ça n'a pas marché non plus parce qu'en fait, ça créait trop de possibilités. Et les gens, ils essayaient plein de trucs, ils s'amusaient bien, mais ils n'avançaient pas dans l'histoire. Et du coup, ils perdaient complètement le focus sur le fait qu'il faut endormir la babysitter. Ils pouvaient congeler des objets, parce qu'il y avait un chat endormi et puis il y avait un truc congelé. Donc on pouvait congeler la babysitter, ça c'était la deuxième solution. Mais voilà, malgré ça, donc on a vu que c'était triste, mais ça marchait pas. Il y avait des contresens qui étaient créés, il y avait des histoires secondaires qui apparaissaient dans la tête des gens qui n'allaient pas dans le sens du jeu. Par exemple, il y en a plein qui voulaient absolument mettre un poulet dans le four, alors qu'on ne peut pas le faire. On ne peut pas, techniquement, en échangeant les mots, tu ne peux pas le mettre dans le four. Et ils ne comprenaient pas que c'était pas possible et ils s'acharnaient à vouloir faire ça. Donc voilà, on s'est dit ça ne marche pas. Et donc la solution finale, ça a été vraiment de simplifier et de ne faire qu'il y a un seul échange possible. Et du coup, ça a terminé d'asseoir un tutoriel qui marche et un premier chapitre qui marche. Donc c'était un choix un peu difficile, mais je pense qu'on a fait le bon choix. Vers cette fin de prod, on a un peu fait le bilan de ce qui s'était passé et de ce que ça veut dire faire un jeu soi-même, le produire soi-même et le développer soi-même. Et en gros, les 3 dirigeants de la boîte, on était complètement overbookés de choses parce qu'on faisait tout. Donc, à la fois game designer à faire jusque dans les moindres détails le jeu, chef de projet, on avait des stagiaires, on testait nous-mêmes le jeu. On l'avait écrit nous-mêmes, on fait les graphismes, on produit, on va chercher les sous, on fait les dossiers, on va même les amener nous-mêmes aux endroits, etc. L'ergonomie. Et en plus, on devait gérer, ça j'en ai pas parlé, mais on devait gérer la suite. Après le jeu, il fallait qu'on ait des financements ou des projets à relancer après. Et puis, il y a toute la partie comptabilité où il fallait vérifier qu'on ne dépensait pas trop de sous. Toujours faire attention parce qu'en plus on avait des investisseurs derrière, donc il ne fallait pas non plus faire n'importe quoi avec leur argent. Donc tout ça a fait que c'était compliqué. Et du coup, dans ce moment-là de folie totale, c'est le moment où c'est devenu plus intensif, qu'on a dû gérer la partie commerciale, enfin la partie communication principalement. Mais ça me permet de revenir un petit peu sur la partie commerciale. Donc en gros, j'en ai déjà parlé, l'éditeur il s'occupait de la relation avec Apple et notre plan, enfin en tout cas le plan conçu, c'était d'être mis en avant si possible sur iPad. Donc en gros, Apple choisit certaines applications et il les met en avant, donc en gros il les fait apparaître sur l'App Store quand on va regarder ce qu'il y a sur l'App Store. Si on n'est pas mis en avant par Apple, c'est très rare qu'on soit visible sur le store. Il faut vraiment, je ne sais pas ce qu'il faut que l'application elle soit hyper téléchargée. Donc nous on savait que c'était un élément clé si on voulait que le jeu ait un succès commercial. Donc tout au long de la fabrication du jeu, on a gardé en tête que en fait on fait le jeu pour Apple, quoi. Il faut que le jeu il leur plaise. Après nous on aime Apple, donc ça allait pas du tout contre nature. Mais quand on s'est demandé est-ce qu'on met des sous dans rajouter le multi-signet, multi-partie, ou est-ce qu'on met des sous dans lécher à fond les interfaces pour que ce soit super beau et super fluide et tout ça, clairement on a mis l'argent là-dessus. Et pour faire un produit un peu de luxe qui plairait à Apple et aussi qui justifierait que des parents payent un peu plus cher que pour d'autres applications. Donc on avait ça en tête qu'on faisait un produit un peu de luxe pour Apple. Et après, au niveau de l'organisation, on pensait qu'en ayant un éditeur, en gros, ce serait beaucoup plus simple parce qu'il allait tout gérer.
Mais en fait, non, parce qu'on est quand même inclus dans le processus de réflexion et c'est quand même nous qui devions faire les supports de communication. Et du coup, ça a pris pas mal de temps sur la fin de la production et c'était un truc de plus qui s'est ajouté à la liste de choses qu'on devait gérer au quotidien. Et ensuite, autre chose qu'on savait, c'est qu'au niveau marketing, on avait très peu de budget pour la communication et du coup, on ne pouvait pas faire comme font la plupart des jeux mobiles qui font du free-to-play, de balancer des milliers ou des millions d'argent dans la publicité pour ramener des joueurs. Donc on devait ruser, être inventif. Et notre éditeur Plugin Digital, eux, c'était leur premier projet mobile, ils avaient plutôt l'habitude du marché PC. Donc sur le projet Léon, on a un peu essuyé les plâtres et ils ont un peu découvert enfin pas découvert ce qu'ils s'étaient renseignés, mais ils n'étaient pas complètement prêts pour ce marché-là. Au niveau de la communication, aussi on a eu des choses à gérer, c'est que d'abord on a un concept de jeu qui est nouveau et qui n'est pas facile à expliquer et bizarrement les gens, on s'est rendu compte qu'ils ne se projetaient pas dans le concept. Ils ne pouvaient pas s'imaginer que c'était cool. Par contre, dès qu'on montrait le jeu, oui, là les gens ils échangent 2-3 mots, ils rigolent et la plupart des gens ils comprennent que c'est cool et ils ont envie de voir la suite. Mais voilà, c'était quand même pas évident à vendre au niveau publicitaire, quoi. Ensuite, au niveau du public, on s'adresse aux enfants, mais aussi aux adultes. C'est un jeu qui va plaire aux gamers, mais aussi aux joueurs occasionnels. Et du coup, c'était un public très disparate et assez difficile à atteindre. Et c'était une de nos difficultés. Ensuite, toute la communication se fait sur des jeux de mots qu'il va falloir du coup faire dans différentes langues. Le jeu lui-même était compliqué à montrer. Si on prend des vidéos de capture du jeu et qu'on les monte pour faire un trailer, ça donne rien du tout. On ne comprend pas ce qui se passe. On voit des mots qui se déplacent, puis des images qui changent comme ça. Et du coup, on a dû faire des trailers où on a complètement reconstitué les pages et on a recréé une narration en faisant, comme vous avez vu, des zooms, les choses qui apparaissent les unes après les autres. Enfin voilà, et donc ça a été un gros boulot et on a réutilisé des images du jeu, mais on n'a pas pu prendre des captures du jeu directement. À chaque fois, on devait tout à réanimer à la main, les échanges de mots et tout. Et enfin, puisque c'est pas la même chose dans toutes les langues, il a fallu adapter. Et donc voilà, on a fait le trailer allemand, on l'a pas fait, je crois. On n'a pas fini, mais on a fait les 4 trailers italien, espagnol, anglais, français. La sortie du jeu, donc là on était au bout de nos forces et on a été mis en avant par Apple. On a su quelques temps avant qu'ils envisageaient de le faire parce qu'ils vous préviennent en vous demandant des visuels, mais c'est pas sûr qu'ils vous mettent en avant. Et en gros, on a été mis en avant pendant la Paris Games Week en France parmi les jeux mobiles présents pendant la Paris Games Week. Et du coup, pendant 5 jours ou 6 jours que dure la Paris Games Week, si on allait sur l'App Store, il y avait les jeux Made in France qui étaient en haut en tête de gondole. Et à une époque, fête de la gloire, il y avait Clash of Clans ou un truc comme ça, Léon et Astérix. Et en gros, ça a été notre meilleur placement sur l'App Store. Parce que de l'autre côté, donc Apple, en gros, les retours qu'on avait eus, c'est qu'ils aimaient le projet, qu'ils avaient envie de le mettre en avant. Et ils sont même venus nous parler à la Paris Games Week, Apple France, pour nous dire « Ah, on voulait vous aider, etc. » Et donc on s'attendait quand même à ce qu'ils fassent quelque chose. Et effectivement, le lendemain, on s'est rendu compte qu'ils nous avaient mis en avant aux États-Unis, dans la section des enfants, donc la section correspondant à notre jeu, c'est-à-dire enfants de 9 à 11 ans. Mais ils avaient fait ça sur iTunes, sur ordinateur de bureau. Donc en gros, si tu as un iPad, tu ne vois pas. Mais si tu as envie d'acheter une application en allant sur ton ordinateur de bureau, sur iTunes, et en choisissant bien la section iPad, et en allant dans la section enfants 9 à 11 ans, là on était en tête de gondole. Et on y est encore. Et du coup pour nous ça a été vraiment très très déroutant. Parce que c'était un double message en fait. En même temps c'était on vous met en avant, mais ça vous apportera rien.
je ne sais pas si ça nous a apporté quelque chose. On fait un petit peu des ventes aux États-Unis, mais c'est vraiment très peu. Après, nous, on est content d'être en tête de gondole. On nous a expliqué que pour Apple, en fait, iTunes, c'est un peu le lieu où tout a commencé. C'est là qu'ils ont commencé à vendre des applications. Et du coup, pour eux, c'est un peu honorifique d'y être. Donc, on peut se sentir honoré. Après, au niveau commercial, je pense que ça nous a très peu aidé. Donc, malgré tout, pendant les 3-4 premiers mois, on était bien placés. Donc, on était première place dans Kids. Deuxième place dans Kids et Family. Donc ça, c'est... Si vous voulez, on pourra parler de l'App Store après. C'est compliqué comme endroit. Et puis en plus, ils sont en train de tout changer. Et en gros, il y a des différentes sections. Et on peut être présent plus ou moins dans certaines. Le classement, c'est le seul endroit où on était visible en fait dans l'App Store. Parce que si vous alliez chercher dans les différentes applications, on n'était pas là. Ça, ouais, ça c'était aux alentours de décembre, je crois. Après, on est sorti sur Android en décalé. Et ce qui a été pas mal, c'est que on a pu faire des modifications par rapport à la version Apple, parce que comme 1 mois et demi s'était passé, on a pu voir qu'on avait laissé quand même, malgré tous nos playtests, des erreurs. Donc on a pu les corriger, puis par la suite, on a pu mettre à jour la version iOS aussi pour corriger tout ça. Et puis, ce que j'ai pas dit, c'est qu'au final, pour Apple, on a changé le système. On a fait une application payante au départ, parce que ça nous paraissait à la fois plus approprié pour le public d'Apple, et en même temps, c'était le genre de produit que Apple a tendance à plus mettre en avant. Donc voilà, c'est la raison principale qui a fait que, assez tardivement dans la production, on a fait ça. Et donc sur la version Android, il était clair qu'on gardait premier chapitre gratuit et achat à la fin du premier chapitre. Au niveau du succès public, en gros, on est très bien reçu. Donc ça, c'est notre grand plaisir. On a 5 étoiles sur l'App Store et on est aux alentours de 4,5 maintenant sur Google Play. Et on reçoit beaucoup de retours très positifs. Aussi au niveau de la presse, on a été bien reçu. On a eu des articles très chouettes et des bonnes notes. Ça a été notre récompense. En plus de voir aussi beaucoup d'enfants sur les différents festivals, s'amuser beaucoup, ne pas lâcher le jeu. On a dû raccourcir la démo parce que sinon, en fait, on a dû, sur les festivals, ne mettre que la moitié du jeu, sinon ils allaient jusqu'au bout. Quelques coupures de presse. Et donc, on l'avait plus ou moins prévu pendant toute la production, mais à la fin du jeu, on a dû se poser la question plus concrètement, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On avait décidé au départ que soit on arrivait à lancer d'autres projets, et à ce moment-là, on continuait avec cette boîte, soit on ne ferait qu'un projet avec cette société, et c'est pas grave. C'était l'expérience, c'était faire ce jeu qu'on avait très envie de faire. Et donc, on s'est dit, voilà, on a mis 1 an à produire un jeu, à une époque où il y a 5000 jeux qui sortent par semaine sur l'App Store. Les résultats financiers, ah oui, je ne l'ai pas dit, mais en gros, jusqu'à présent, on en a vendu à peu près 1500 des applications. Et du coup, en gros, ça fait qu'on a gagné 1500 €, grosso modo. Donc, c'est clairement pas rentable du tout. On était épuisé par tout ce que je vous ai expliqué. Et est-ce qu'on était prêt à faire un autre projet ? Donc, à ce moment-là, on s'est dit c'est le moment ou jamais pour entrer dans une politique de décroissance et aller plutôt dans l'idée que cette société, elle allait gérer les droits de ce jeu et la licence Léon, et que nous, on allait arrêter d'essayer d'en vivre et faire autre chose. Voilà. Donc, on est sorti de l'incubateur. Comme ça, on n'a plus à payer de locaux. On avait à ce moment-là plus de stagiaires, mais du coup, on n'en a pas repris. Et on est retourné à une petite équipe, réduit les frais au maximum. Et à présent, avec Witty Wings, on s'occupe de faire la version japonaise. On avait signé, vous vous rappelez, avec les Japonais. Donc ça, c'est ce qui nous occupe depuis le début de l'année. Et on fait clairement une autre version qui va sortir qu'au Japon. Et qui pose le même genre de questions que les autres langues, avec avec des problèmes de typographie en plus, parce que
Par exemple, les mots japonais, enfin, le texte japonais peut s'écrire sans espace. Et notre système, il a besoin des espaces pour savoir où couper les phrases. Donc il y a eu un peu de retouches. Mais ça se passe bien. Et puis c'était compliqué pour avoir les traducteurs. Les 3 associés, donc David, lui, est toujours dans la boîte où il était au départ. Moi, je suis retourné dans le milieu de l'animation où j'étais avant. Et je suis pas encore chef storyboarder, mais à la rentrée, je serai chef storyboarder. Pour l'instant, je suis storyboarder. Ça se passe bien. Et puis Charlotte, elle, avec tout ça, elle avait une problématique au départ, une problématique de santé, que je ne vais pas forcément développer. Mais on savait au départ qu'en gros, c'était dangereux pour elle de faire une société parce qu'on savait qu'on allait être en suractivité. Et on a fait tout ce qu'on a pu pour le limiter, mais on n'a pas pu. Du coup, il a été clair qu'à partir de septembre, il fallait qu'elle s'arrête complètement et qu'elle se remette en forme. Donc c'est ce qu'elle est en train de faire et ça va beaucoup mieux. Et elle s'attelle à l'écriture d'un roman. Et du coup, c'est l'occasion aujourd'hui de faire le bilan sur un peu cette expérience et juste dire pas qu'on regrette, mais qu'est-ce qu'on aurait fait autrement si on repartait maintenant sur quelque chose. On n'aurait pas fait un projet. En fait, Léon, c'était pas un projet commercial, c'était un projet qu'on avait envie de faire. Et donc, si on faisait les choses différemment, on ferait un projet beaucoup plus adapté au marché. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne serait pas personnel et investi, mais clairement, c'est ça qu'il faut faire si on veut maintenir en activité une société. Ensuite, on aurait travaillé complètement différemment au niveau du marketing et je pense qu'on l'aurait fait soit en interne, soit avec des sous-traitants et pas en le donnant à un éditeur parce qu'au niveau de la communication, c'était assez compliqué à coordonner. Au niveau de la gestion, on n'a pas pris de chef de projet, on a vraiment nous-mêmes géré à la fois le planning et la prod et ça, on ne le referait plus. On se débrouillerait pour faire soit l'un soit l'autre, mais pas les deux. On essaierait au maximum, et je pense que c'est très important pour les indépendants, surtout en jeu mobile, de s'auto-éditer, même si c'est du travail en plus, parce qu'en fait, on gagne tellement peu sur les jeux que plus il y a d'intermédiaires et moins on gagne en fait. Et là, par exemple, sur un jeu à 5 €, au final, nous, on a à peu près 1 €. Et on pourrait avoir à peu près 2 ou 3 €. Et puis enfin, on penserait à un projet multiplateforme et pas un truc qui est juste sur tablette. Parce que là, par exemple, le fait de ne pas sortir sur téléphone, ça nous coupe d'un marché énorme. On l'a choisi au départ et c'était cohérent avec le projet. On savait que 4 lignes de texte sur un tout petit écran de téléphone, c'était pas jouable et qu'on ne pouvait pas limiter à certaines tailles d'écran. C'était soit tous les téléphones, soit aucun. Ça, on ne le referait pas et on ferait un jeu multiplateforme. Y compris PC, etc. Parce que c'est que comme ça qu'on peut toucher suffisamment de monde et faire suffisamment de revenus. C'est dans les projets. Ah oui, donc la question c'est pourquoi ne pas le sortir sur PC. C'est dans nos projets. On a décidé de se concentrer sur la version tactile et faire une version vraiment fonctionnelle. Et en fait, l'expérience du jeu, elle est vraiment bien sur écran tactile parce qu'en fait, on est proche de ce livre, on le touche. Les éléments, ils ne bougent pas en fait. C'est quand même, grosso modo, c'est des images fixes. On ne fait pas grand-chose. Si tu l'as tout près de toi et que tu touches, c'est sympa comme expérience. Si c'est loin de toi et que tu vas avec ta souris, nous, on n'est pas sûr que ce soit aussi sympa comme expérience. Et donc, dès le départ, on s'est dit, pour que ce soit aussi sympa sur PC, il faut faire une interface un petit peu différente. Et on a clairement choisi de s'en occuper plus tard et de se concentrer sur la version tactile. Probablement qu'on ne le referait pas si on recommençait cette histoire. Après, il n'est pas exclu qu'on le fasse. Parce qu'effectivement, c'est ce qui demande le moins de travail d'adaptation actuellement. Si on prend le jeu tel qu'il existe, il n'y a pas tant de choses à faire que ça pour le sortir sur PC. Alors, la question c'est est-ce qu'on va le sortir sur smartphone ? Non, on n'a pas trouvé de solution pour que ça soit jouable sur un écran
aussi petit que ça. Oui. Est-ce que vous avez envie de sortir d'autres histoires que Léon? Pour l'instant, on a plutôt envie de... Ah oui, pardon. Est-ce qu'on veut sortir d'autres histoires que Léon? Oui, on est en discussion avec des éditeurs pour plutôt chapeauter d'autres histoires. Pas de Léon, mais avec d'autres licences. Pour l'instant, on n'est pas en place pour le faire. Il faudrait encore développer notre outil pour en faire quelque chose de plus industrialisable. Que, en gros, la chaîne de production d'un jeu, elle soit beaucoup plus bétonnée et que n'importe qui puisse faire des histoires. Après, nous, à titre personnel, on a bien suffisamment expérimenté ce que c'était que cette écriture particulière et on a plus envie d'encadrer des gens qui feraient d'autres opus. Oui. Comment c'est décidé le mécanisme du prix? C'est l'éditeur que vous aviez choisi? Vous avez participé à l'élaboration de cette partie-là? Comment c'est décidé le mécanisme du prix? Le prix, ça a été une discussion avec l'éditeur. On s'est fixé à ce qui se... En fait, on s'est basé sur deux choses. D'abord, c'est le modèle économique. Par exemple, nous, on savait que on avait relativement peu de chances d'en vendre des millions. Et donc, on ne pouvait pas se permettre d'avoir un prix tout petit, tout petit. Donc, on savait qu'on serait plutôt dans un prix un peu élevé. Et que, par rapport au marché mobile. Et qu'on s'adressait aussi à un public de parents qui sont d'accord de mettre un peu plus la main à la poche quand il s'agit d'acheter des applications de qualité plutôt que des applications gratuites avec en plus des achats intégrés. Donc avec ces deux facteurs-là, on a regardé ce qui se faisait, quels étaient les prix des applications les plus chères et on a fait notre choix comme ça. Ouais. Toujours à propos du modèle financier, le fait d'avoir traduit en plusieurs langues, indépendamment de la satisfaction de sa posture et de la notoriété, est-ce que c'était un Donc est-ce que les traductions c'était à but commercial ou c'était juste pour se faire plaisir? Est-ce que ça a marché d'un point de vue commercial aussi? Donc, là, je répète la question. Est-ce que ça a marché d'un point de vue commercial d'avoir 5 langues? Le plan, évidemment, c'était que chacune des langues nous permette d'atteindre un marché précis. La seule langue sur laquelle la seule langue qu'on a rajoutée, non pas parce que le marché était intéressant, mais parce qu'on a voulu convaincre Apple, c'était l'italien. En gros, Apple, il met en avant des applications. En général, il faut qu'il y ait les 5 langues minimum, italien, espagnol, anglais et allemand. Et donc l'italien, on l'a clairement rajouté pour ça, parce que le marché italien, il est moins intéressant. Il y a moins de tablettes, par exemple, que dans le marché allemand. Et il y a moins de pouvoir d'achat et de dépenses faites. Après, le jeu, il marche principalement en France et dans la francophonie. France, Belgique, Suisse, Québec. Et un quart des ventes se fait aux États-Unis. En Angleterre, il y a très peu. En Italie, il y a très peu. En Espagne, il n'y a quasiment pas. Et en Allemagne, il y a très peu aussi. Ça vient aussi du fait qu'il y a eu énormément... la communication qui a été faite, elle a eu lieu surtout en France. Les retours presse, surtout en France. La presse aux États-Unis, elle a été contactée, mais c'est hyper dur d'obtenir des choses. Et donc, et puis dans les autres pays, il n'y a quasiment eu aucun retour presse. Donc, comme on n'a pas investi dans de la publicité autre, forcément, il n'y avait qu'avec un coup de chance ou une mise en avant d'Apple qu'on pouvait espérer beaucoup de chiffres. Oui. Moi, j'ai une question sur les côtés éducatifs du jeu. Est-ce Ouais. que vous avez eu des retours des parents disant que ça motivait leurs enfants à lire ou quelque chose comme ça? Ou est-ce que vous avez eu ce genre de retour? Une idée de comment... Parce qu'au départ, vous avez parlé de... Ça va être long à reformuler. Ah oui, au tout début de la présentation, tu as parlé de comment vous voyez ça comme qu'un enfant pourrait faire ça avec ses parents ou avec un adulte. Et je me demande si c'est même utilisé comme ça ou si c'est plutôt les gosses qui font ça normalement. Donc est-ce que le jeu est utilisé de manière éducative? Et comment on l'avait pensé dans la conception du jeu, c'est ça? On s'est jamais dit que c'était un jeu éducatif. Pour nous, c'est un jeu avant tout, et c'est éducatif
par conséquence du concept du jeu. On ne s'est jamais dit, là il faut apprendre le passé simple et du coup on va mettre des passés simples. Par contre, comme on fait des échanges de mots, forcément il faut que ces mots ils aillent partout. Et donc il faut par exemple que ça ne soit que des noms propres, que des noms communs sur une page. Il faut qu'il y ait la même catégorie grammaticale sur chaque page, sinon ça ne marche pas. Et du coup, par soi-même, c'est éducatif. Ça va être les adjectifs qu'on échange sur telle page, les adverbes sur telle autre. On a fait une page avec des expressions avec des couleurs qu'il faut reconstituer. Et du coup, c'est intrinsèquement et naturellement éducatif. Et effectivement, c'était un des arguments commerciaux possibles. Mais nous, on a plutôt tiré sur le... On n'a pas voulu le mettre trop en avant pour ne pas s'éloigner complètement du public des joueurs, parce qu'on est très très vite catalogué dans le ludo-éducatif, et c'est pas forcément bien vu, le ludo-éducatif. Éducatif, c'est pas forcément de la grammaire. J'ai un petit garçon de 6 ans, il dévore les Max et lui. C'est sur les livres qui racontent la vie de tous les jours. Bah effectivement, oui, l'éducatif, c'est pas forcément apprendre de la grammaire ou des choses. Nous, on a l'histoire du jeu, elle est... Ce sont des leçons de morale. Ouais, bah nous, en fait, il y a une leçon, entre guillemets, en tout cas, il y a un sens dans l'histoire de Léon. Et le sens de cette histoire, c'est que, en gros, l'enfance est précieuse et il faut la vivre. Pendant tout le jeu, Léon, il veut être grand et il demande à tous les personnages qu'il rencontre qu'est-ce que c'est pour eux être grand. Et chacun d'entre eux a une version, en gros, de la vie. Il y en a un, c'est plutôt le travail, le sérieux. Il y en a un, c'est l'amour. Il y en a une, c'est être courageux. Et à la fin de l'histoire, Léon est content d'avoir vécu toutes ces aventures, mais il est bien content d'être encore un enfant. Donc ça, c'est la partie un peu, le sens de l'histoire. Mais bon, moi, je ne le vois pas comme éducatif parce que je suis quelqu'un de la narration, moi, et je suis quelqu'un des histoires, et toutes les histoires, elles ont du sens. Et c'est pas forcément éducatif, quoi. C'est juste... c'est ce qui est porté par l'histoire. Mais est-ce que ça motive les enfants à lire? C'est ça ma question. Est-ce que tu as trouvé ça ou pas? Oui, en fait, ce qui marche bien, c'est que des enfants... Donc, est-ce que les enfants sont motivés à lire par Swaptails Léon? En fait, ça amène vers la lecture des enfants qui ne sont pas forcément lecteurs. Parce que le jeu incite à lire. Dans le sens où plus on avance dans le jeu, plus on est obligé de lire pour comprendre ce qu'il faut faire. Et ça marche. Après, il ne faut pas rêver non plus. Ils ne lisent pas 100% des textes. En gros, les joueurs, même les adultes, lisent le minimum nécessaire pour avancer dans le jeu. Et c'est clair que d'avoir un texte à l'écran, enfin, même moi, je trouve que c'est quand même plus difficile, surtout quand il y a des images autour et qu'on peut faire des trucs chouettes à tout inverser. C'est plus difficile qu'un livre, par exemple, papier. C'est pour ça qu'on a gardé le minimum de texte. Mais on a quand même des gens qui nous ont dit « Ah, mon fils, il lit pas, et il a beaucoup joué à Léon, il adore. » Maintenant, on ne peut pas vérifier à quel point il a lu Léon. Mais moi, mon intime conviction, c'est que ça ouvre des possibilités nouvelles et qu'il y a des enfants qui vont s'intéresser à la lecture par ce jeu-là. Oui ? Tout à l'heure, tu as parlé de deal avec une marque de tablette Ouais. pour enfants. Est-ce que ça a marché? Est-ce que vous avez eu d'autres opportunités? Donc, par rapport au deal qu'on a eu avec les tablettes Curio, on ne peut pas savoir en fait quelles répercussions ça a eu parce qu'on n'a aucun moyen de traquer qui vient de où pour acheter. Si, mais on ne peut pas savoir si ça... Enfin, si on pourrait... Peut-être qu'on pourrait vérifier qui a acheté avec une tablette Curio, c'est vrai. On n'a pas pris le temps de le faire. C'est vrai, je pense qu'on devrait pouvoir le faire. En tout cas, on n'a pas pris le temps de le faire. Donc je ne peux pas répondre sur l'efficacité de ce truc-là. Et les autres deals, on n'en a pas eu, non. On a eu d'autres possibilités qui sont en fait des stores à l'intérieur du store. Il y a pas mal d'applications qui sont en fait des mini-magasins d'applications avec en gros, pour les enfants, c'est
vous téléchargez cette application, ça rassure les parents parce que les enfants ils vont rester dans cette application et tous les contenus qu'ils pourront acheter dans cette application, ils seront adéquats pour un enfant. Mais pour entrer dans ces systèmes-là, il faut reprogrammer des choses dans le jeu en fait, il faut rajouter des couches de programmation. Et donc pour l'instant, on n'a pas eu le temps de le faire et voilà, on ne s'en est pas encore occupé. Ouais. Tu parles que si c'était à refaire, tu passerais par de l'auto-édition. Est-ce que tu dis en même temps, sur le store aujourd'hui, il y a des millions de jeux. Est-ce que c'est pas plus facile de sortir avec un nom d'un gros éditeur en dessous que d'essayer de s'auto-éditer? Bah, c'est les deux possibilités. Est-ce que c'est mieux de travailler? Oui, c'est très dur cet exercice de répéter les questions. Est-ce que ce serait pas mieux d'avoir un gros éditeur plutôt que de s'auto-éditer pour que le nom du gros éditeur fasse la communication? Ça peut être une dynamique de fonctionner avec des gros éditeurs. À ce moment-là, le gros éditeur, en gros, il finance le jeu. Ta société, elle vit sur ce financement-là et pas du tout sur les recettes du jeu, à moins d'un énorme succès. Parce que les gros éditeurs, a priori, ils vont recouper leurs investissements avant de donner quoi que ce soit à l'indépendant. Donc oui, ça peut être un fonctionnement. Mais il faut trouver le gros éditeur qui produit tes jeux, quoi. Et puis ça veut dire aussi que tu es encore moins le maître à bord, parce que tu vas avoir la timeline de ton éditeur, tu vas perdre en flexibilité et en plus tu vas devoir du coup... tu as un client unique, en fait c'est ton éditeur et c'est à lui que tu dois plaire. Donc le jour où il dit « Ah non, votre projet ne me plaît pas », tu changes de projet. Donc pour moi c'est possible, mais c'est un autre système. Bon, bah, merci beaucoup, c'était vraiment super. Merci à vous.